Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Christine Collins, directrice exécutive de Cancer du Rein Canada. Nous sommes le 1er juin, le lancement du mois du cancer du rein. Nous sommes ravis d'avoir Robert Rutledge qui vient de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Je vais vous donner sa biographie. Il va nous parler de l'angoisse après un diagnostic de cancer. Nous connaissons tous cette angoisse. Dr. Rob nous donnera 7 moyens pratiques d'atteindre la paix d'esprit pendant ces moments difficiles. Je crois que vous aimerez sa présentation. Je l'ai déjà entendu et c'était une très belle présentation et tous les participants l'avaient beaucoup apprécié. Je suis ravie que vous soyez avec nous. Il est un radio-oncologue d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il se spécialise dans les cancers pédiatriques de la prostate et du sein. Il soutient le Cancer du Rein Canada. Nous avons travaillé ensemble dans le cadre de projets antérieurs. C'est un professeur associé à la faculté de médecine de l'Université Dalhousie. Sa passion, c'est d'aider les gens qui font face au cancer. Il a donné des centaines de discours et des webinaires publics et dans le cadre de 60 retraites, des séminaires à des milliers de survivants du cancer. Rob connaît bien les moyens de soutenir les patients souffrant de cancer. Il a reçu une récompense d'excellence pour les soins au cancer et l'Ordre des médecins de la Nouvelle-Écosse lui a donné un prix pour reconnaître sa contribution à la santé des médecins et à la promotion de la santé et des patients du cancer. C'est un excellent programme de mobilisation du cancer pour avoir de la pleine conscience. C'est un beau programme. C'est un programme quotidien sur 6 mois qui a commencé en novembre. Est-ce que ça recommence en novembre encore cette année? Probablement en juillet. Excellent. Je vais le dire à certains de nos patients. Si vous pouvez visiter cancer.org pour en savoir plus, vous pouvez nous écrire sur www.kidneycancercanada.ca et nous allons vous donner plus d'informations. Sur ce, nous allons parler de l'angoisse après un diagnostic de cancer. Je vous passe la parole, Dr. Rob, et je vous remercie d'être avec nous. Je vais partager mon écran. Merci, Christine, pour cette belle présentation. Je suis toujours inspirée par les gens qui prennent le temps d'être avec nous en temps réel ou après ça envoie un message qui vous dit que vous pouvez faire une différence dans votre propre santé, votre propre bonheur. Avec le cancer du rein, on a des nouvelles thérapies. Souvent, on a des thérapies qui rehaussent la fonction immunitaire. Si vous pouvez vous permettre d'être moins anxieux, les médicaments fonctionnent mieux et vous serez plus heureux et en meilleure santé si vous comprenez comment vous pouvez améliorer votre vie. Je vous félicite d'être avec nous ce soir. C'est toujours agréable d'être travailler avec Cancer du Rein Canada. On parle ici de paix d'esprit. Je ne crois pas qu'on va arriver à un état tout à fait paisible. De mon point de vue, dans ce que j'ai vu dans ma vie et celle des autres, c'est que certains jours on est plus tendu, des fois moins, ça change selon l'heure. Donc, ce sont des fluctuations. Mais il ne faut pas lutter contre les moments où on est plus anxieux. C'est un paradoxe. C'est ce que je ressens maintenant. Si on peut se calmer, on peut rehausser la fonction immunitaire. Il y a des choses pratiques que je voudrais vous montrer, mais aussi toute cette philosophie de lâcher prise, de faire ce que peut faire. Oui, c'est paradoxal qu'on devient plus fort psychologiquement et physiquement. Je suis ravie. J'aime beaucoup parler de tout ça parce que vous pouvez faire une différence dans votre vie. C'est normal d'être anxieux et angoissé. On peut utiliser cette émotion pour se rendre plus fort dans le système médical et au quotidien pour être plus fort et avoir une meilleure fonction immunitaire.
Il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres qu'on ne peut pas. Quand on se concentre sur les choses qu'on ne peut contrôler, y compris les relations, et ce qui compte le plus pour vous, quand toute votre énergie vitale va là, c'est difficile d'avoir peur pour l'avenir parce qu'on est focalisé sur sa vie. C'est l'un des principes de l'engagement et de l'acceptation. Paradoxalement, la bienveillance envers soi-même, c'est le meilleur mécanisme pour faire un changement psychologique. Au lieu de se torturer, ah, je suis trop anxieux, ça fonctionne mal. Il faut se dire, je me détends, tout va bien. C'est normal pour les humains quand on reçoit un diagnostic de cancer. C'est paradoxal, ça aussi. Mais cette acceptation et cette paix vous rendra plus fort. En bout de ligne, on peut travailler avec tout ça. Vous avez la résilience au fond de vous. Dans votre parcours de cancer, chez tous mes patients, la résilience répond à l'appel. Si vous le comprenez et pratiquez à changer votre perspective, vous deviendrez plus fort physiquement. En fait, ça va renforcer vos capacités physiques et vous serez plus heureux. Donc, je vais mettre ça en contexte. Que voulez-vous? Pourquoi m'écoutez-vous ce soir? Après avoir reçu un diagnostic de cancer du rein, les gens veulent optimiser leur change de guérison. S'ils ne peuvent pas guérir, ils veulent vivre le plus longtemps possible. Tout ce dont je parle ce soir passe après ces objectifs. Paradoxalement, il faut vivre plus d'émotions positives et paisibles. On peut y arriver en se permettant d'être soi, en acceptant les sentiments anxieux. On veut mieux fonctionner. J'ai fini par le comprendre. Quand on est dans un meilleur état d'esprit, plus fort psychologiquement et physiquement, ça nous permet d'atteindre les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Il faut faire ce qu'il faut faire, connecter avec les autres, mieux fonctionner, penser plus clairement pour pouvoir tout faire. C'est un ensemble un peu holographique. Tout ce qu'on fait pour devenir plus fort aide tous les autres domaines. Tout est un tout. En bout de ligne, on veut avoir une vie qui a plus de sens. On saisit une occasion après un diagnostic de cancer de dire non, je vais rétablir mes priorités. Je vais trouver comment changer, guérir et grandir de manière importante. On commence à neuf chaque jour et à chaque moment. Donc, comment est-ce que j'aborde ces circonstances? En bout de ligne, pour la plupart des gens, c'est une question de connexion avec les autres, avec soi, avec la vie. J'aime l'idée de recadrer nos convictions, peu importe les circonstances. On peut dire, je peux grandir avec cela. Je peux me renforcer psychologiquement. Mais spirituellement et psychologiquement, on peut grandir et croître, élargir ses perspectives au lieu de se contracter sur une perspective. Aujourd'hui, on a 45-50 minutes pour en parler. Voici ce que j'ai prévu. Pour moi, l'angoisse a 3 niveaux. Et le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a peur, on est froissé, on est stressé. C'est pas un état agréable. On ne reviendra pas à un état à perfection, mais on peut se calmer. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on fait pour changer son niveau de base. Est-ce qu'on est, c'est un stressomètre? Est-ce que vous êtes toujours une boule de stress? Vous êtes tendu? Ou pouvez-vous devenir plus centré, paisible, calme et lucide dans le même environnement extérieur, les mêmes défis, mêmes personnes, mêmes circonstances, mais à un état plus calme, où on prend des meilleures décisions en conséquence et qu'on fonctionne mieux? C'est le deuxième niveau, s'établir dans un mode plus positif. Le troisième niveau, c'est de recadrer
tout le reste, reconnaître que c'est la vie. C'est des énergies vitales, c'est des perceptions. On n'est pas obligé de lutter contre l'angoisse. On n'est pas obligé de lutter contre les émotions difficiles. C'est le flux de la vie. Et on revient en soi dans le moment présent et la vie devient plus facile. Je me préparais pour ce soir. Je veux que vous vous souveniez que quand l'angoisse monte, les gens se disent, mais pourquoi je suis anxieux? Et oui, c'est légitime. On va en parler. C'est normal, mais je veux vous poser des questions différentes. La question, c'est que vivez-vous maintenant? On est en pleine angoisse, quelque chose l'a déclenché. Et au lieu de laisser l'esprit courir, il faut être curieux. Nous allons essayer de le pratiquer. Que ressentez-vous? Tournez le miroir vers l'intérieur, c'est l'introspection. Que ressentez-vous dans votre corps? Ce n'est pas la pensée, mais ressentir des choses. Où est mon énergie? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, ma gorge, ma tête? Est-ce qu'on fait la différence entre le côté gauche et droit du corps? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés? Y a-t-il une différence dans la partie avant et arrière du corps? Là, on est dans une phase de curiosité. C'est un sentiment différent. C'est un sentiment énergisant, même en pleine angoisse et en pleine panique. Que se passe-t-il? Pas pourquoi, mais que se passe-t-il? La curiosité. Si vous pouvez vivre votre angoisse dans un état de curiosité et d'intérêt, vous allez voir qu'il y a un motif dans l'angoisse. Si vous lâchez prise sur la pensée va contrôler votre corps pendant 90 secondes. Si vous continuez à penser à des choses négatives, ça va se poursuivre, mais si vous arrêtez et que vous observez, il va y avoir une action de dissipation. Je suis à la diapo 3 et je viens de résumer toute ma présentation. Je suis toujours heureux, moi, de parler aux gens. Je veux mettre ça dans le contexte des soins complets du cancer du rein. C'est la convergence entre la connaissance, le système médical et ce que vous faites pour être plus fort. Ce qui est intéressant, c'est que l'angoisse vise les deux côtés, donc le corps, l'esprit, l'âme. Vous pouvez avoir toujours les meilleurs soins de santé tout en travaillant sur votre angoisse. Ainsi, vous devenez plus fort en exploitant votre esprit logique et scientifique et votre soi intuitif. Quelque chose en vous veut guérir, grandir, être complet. Vous avez une capacité en vous d'avancer. Ce n'est pas miraculeux, mais des choses logiques et scientifiques. En même temps, il faut s'écouter, écouter son cœur et choisir sa voie. Les deux côtés fonctionnent ensemble. Ça, c'est un aspect important. Je parle de définir les intentions parce que si on est tellement occupé à faire ce qu'on devrait, moi, j'aime pas ce mot-là, faire les choses qui ouvrent notre cœur, qui nous apportent de la joie, qui sont importantes. Parfois, ce sont des choses difficiles, mais on fait ce qu'il faut. On est tellement occupé là-dessus que ça devient plus difficile de ressentir la crainte. Quand on approche ça de manière délibérée et consciente, c'est important. Autrement, ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, quelque chose arrive, quelqu'un dit quelque chose. Il y a diverses choses autour de vous.
et vous êtes tiré dans diverses directions selon le monde extérieur, au lieu de faire le choix de dire non, c'est ce que je veux pour ma vie, voici mes priorités. C'est pour cela que, pour moi, définir ses intentions est important. Il y a plusieurs façons d'organiser ça dans le temps. Pour moi, ça peut être un rituel. Je le fais le matin. Ma femme et moi méditent ensemble avec un moniteur de biofeedback. À la fin de l'exercice, j'énonce mes intentions. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la bienveillance pour les autres, la compassion, le service, la clarté et l'aide. Si mon esprit est là, pour moi, c'est mon moi à son meilleur. Il faut le pratiquer, c'est la visualisation. Des fois, ça vient en langue spirituelle, parfois séculaire. Je dis, oui, je veux aider les autres, je veux avoir de la compassion, je veux être claire. Une prière dure. Ensuite, je lâche prise. Bien sûr, il y a des hauts débats chaque jour, mais j'ai une routine inconsciente subconsciente pour la journée. C'est important de le faire pour moi le matin ou ça peut être le soir. Et affronter les situations difficiles. Vous avez, juste avant un rendez-vous médical, votre médecin va vous parler. Il faut penser clairement. Quel est mon objectif? Je veux des bons soins. Je veux des réponses à mes questions. Je veux avoir des soins, des bons soins. Que dois-je faire? Bien sûr, il faut amener quelqu'un avec soi, mais vous pouvez vous préparer en disant, je vais penser clairement. Je vais faire valoir mes valeurs. C'est moi, la personne la plus importante pour moi. Définir les intentions, l'attitude dans les circonstances. Ça aussi, ça définit les intentions. Enfin, en plein chaos. Et c'est le plus difficile. Nous faisons tous rattraper, on est tous stressés, froissés, frustrés, et on est pris dans nos pensées qui nous ralentissent. Donc, comment enlever le masque et s'en sortir? Si on peut s'éveiller dans des moments comme ça et on se dit, je me suis laissé emporter. Je suis pris dans mes pensées, dans mes angoisses, tout ce qui va mal tourner. Ça aussi, c'est un bon moment pour dire, je lâche prise. Et je reviens en moi, chez moi, à ce qui est important et ce que je veux être dans ce monde. Ce sont toutes des occasions d'agir ainsi. Donc, ce qui est important, c'est normal d'être angoissé après un diagnostic. Il faut trouver les traitements, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a des incertitudes. C'est stressant. Faire le traitement, on s'effondre souvent après un traitement. L'équipe médicale fait moins attention à vous. C'est difficile de gérer les attentes de la famille. Il y a des grincements, des tensions. Il y a des craintes sur l'avenir. Parfois, tout ça, ça peut donner des sentiments d'angoisse. C'est normal. Nous sommes humains, on est fait comme ça. On est une espèce anxieuse. Il faut l'accepter, il faut le gérer. C'est ce qui se passe dans les circuits de votre cerveau. On ne peut pas dire que ça ne devrait pas être comme ça, c'est comme ça. Il y a plusieurs types d'angoisse. L'une vient de la peur de la répétition. C'est la peur que le cancer revienne ou qu'il s'empire. C'est normal. C'est plein de sens. Tout le monde est angoissé, mais seulement l'angoisse grave m'inquiète. L'angoisse peut envahir votre vie et affecter vos pensées, vos sentiments et vos actions. Mais je veux renverser cela. Je veux que vous puissiez vivre l'émotion, mais aussi de décider comment vous voulez agir.
Il faut agir malgré les sentiments désagréables, les idées difficiles. Oui, peut-être, ce sont des idées vraies, mais il faut suivre ses valeurs. Voici le spectre de l'angoisse. Quand vous êtes en crise, il faut aller voir le système médical et ses experts, les psychologues. Il faut parler à quelqu'un comme un médecin. Lorsqu'on ressent l'angoisse, peut-être même en parler, m'entendre, ça pourrait déclencher l'angoisse. C'est normal. Parce que j'en parle ne veut pas dire que vous allez le vivre ou que ça va empirer. En fait, je vous désensibilise en parlant. Nous le vivons ensemble. C'est ensemble de vivre l'angoisse. Au lieu de me dire pourquoi suis-je angoissée, il faut observer. Faire un relevé de son propre corps et ce qui s'y passe dans son ventre, dans son cœur, dans sa gorge, dans la tête. Côté droit, côté gauche, est-ce qu'il y a des différences? L'avant, l'arrière. Il faut être très curieux. C'est comme observer, sans nommer, sans se parler, sans juger. Et c'est seulement observer et ressentir. Ça, c'est la pleine conscience. Il faut être très curieux. Ça va vous énergiser. En disant, étrange, agréable, différent. Voilà, vous êtes énergisé. Ça y est, votre conscience revient dans votre corps et le corps réagit. C'est quoi la peur de la récurrence? C'est comme une baleine qui vient dans un salon. Au fil du temps, la baleine rapetisse, mais elle ne disparaît jamais. Parfois, on ne peut pas s'en débarrasser. Parfois, elle est toute petite. Parfois, on la voit. Parfois, on ne la voit pas. Ça, c'est une citation d'un patient du cancer. Parce que la baleine va être là. Le petit éléphant est dans la pièce. C'est bon, c'est normal. Il va grossir, rapetisser, grossir, rapetisser. C'est nous, en tant qu'humains, c'est normal. On n'est pas obligé de se lutter contre la réalité. C'est à nous de décider ce qu'on veut dans la vie. Les enjeux que ça soulève sont les suivants. Si la crainte du retour du cancer devient incapacitante, ça peut affecter plusieurs aspects de votre vie. Des sentiments de solitude et d'isolation, d'angoisse. Ça revient souvent, ça dure trop longtemps, ça augmente avec le temps. Pour moi, c'est le plus important. Ça a un impact sur votre quotidien. Je veux que vous viviez une vie épanouissante. Peut-être que vous êtes frêle, mais malgré ses limites, vous pouvez changer les règles du jeu pour le gagner. Vous pouvez aimer votre prochain. Si vous me regardez, vous avez la possibilité de faire une différence. Est-ce que cette crainte du retour du cancer est courante? La plupart des gens l'ont. C'est modéré à 50%, mais les 7%, chez eux, cette crainte est incapacitante. Ils sont submergés par la crainte. Ça les empêche de prendre des décisions ou d'agir. Ça domine leur vie. C'est là qu'il faut s'adresser aux professionnels. Les autres doivent réduire les risques de s'y rendre là. C'est le besoin des survivants du cancer qui n'est pas rempli. Il y a des professionnels et des gens qui reçoivent un diagnostic de cancer. Mais je dirais une autre chose. Après la pandémie, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'angoisse et de dépression. Probablement, ça, c'est des données anciennes. Des gens, tôt ou tard, les gens souffrent d'une grave dépression ou de l'angoisse. C'est normal, normal, normal. Vous pouvez en parler. Ça n'empirera pas. Soyez vous-même. Parlez-en. On parle des risques, perception du risque. Il y a des gens, selon leur personnalité, si vous pouvez pas vous n'avez pas d'espoir. Ce que je veux faire, c'est de
vous inspirer d'avoir le sentiment de faire la différence. Cela peut changer votre perspective ou vos physiologies. Si vous avez besoin de rassurance, parlez à un médecin. Il y a peut-être des questions entre les hommes et les femmes, c'est peut-être culturel. Les gens qui sont plus jeunes sont plus à risque. Les gens qui ont des symptômes physiques de cancer, des traitements, des conditions chroniques. Souvent, ça augmente l'angoisse. Ce qui est intéressant, si vous comprenez moins bien le cancer en raison de votre scolarité, ça vous peut augmenter votre angoisse. C'est facile à régler. Bien sûr, les aspects sociaux ont un impact. Je vous conseille d'avoir dans votre vie au moins une personne à qui vous pouvez dire je n'ai pas besoin de conseils, je ne veux pas vous corriger la situation, je veux simplement que tu m'écoutes. Et vous pouvez exprimer votre vulnérabilité. Alors, c'est vous qui déclenchez la conversation. Vous êtes entendu. Trouvez une personne dans votre vie. À Cancer Canada, on peut jouer ce rôle. Vous pouvez entrer en contact avec leurs experts. Nous sommes humains, nous vivons du stress et de l'angoisse. Pensez aux déclencheurs. Parfois, on peut les anticiper. On se dit, oui, ça s'en vient. Voici. C'est une question un peu de prendre une distance avec soi-même et de s'observer et de comprendre les déclencheurs. Ça peut être des pensées. Ah, mon cancer va revenir. Ça peut être un déclencheur qui déclenche une cascade d'effets. Si vous avez des symptômes, des effets secondaires, ça peut être des événements dans votre vie, comme l'anniversaire de votre diagnostic ou de votre traitement, ou l'anniversaire de votre opération chirurgicale. Tout le monde est angoissé lorsqu'il visite les centres de traitement du cancer. Ça crée de l'angoisse. L'incertitude cause de l'angoisse et de la crainte. Chez certaines personnes, quand on entend un cancer qui arrive aux autres, ça peut déclencher l'angoisse. Mais il faut avoir la capacité de s'observer. Et ici, on parle de scanxiété, c'est l'angoisse par rapport au rendez-vous, aux prises de sang, aux radiographies. Il faut s'observer, être en pleine conscience de son corps. Une semaine avant, vous allez peut-être voir un pic d'angoisse. J'espère que vous aurez un bon résultat, mais à chaque 3 mois, un pic d'angoisse, ensuite un bon résultat, ça, vous êtes heureux et vous vous normalisez de nouveau. Jusqu'au nouveau scan. Si vous êtes plus anxieux, ça peut être une montée plus longue et ça diminue plus doucement. Il faut être conscient des motifs sans les juger. On a de plus en plus de données scientifiques sur les choses qu'on peut faire pour diminuer l'angoisse. On utilise l'esprit. L'esprit est très puissant. Tout est dans la perception des circonstances. On peut prendre au niveau spirituel le plus élevé en se disant que vous êtes au-delà de vos idées, de vos émotions et même de votre corps. Un recadrage cognitif, c'est les pensées. Souvent, les pensées sont exagérées ou irrationnelles et vous pouvez être réaliste et plus positif. C'est pas juste se mettre un faux sourire dans le visage en essayant d'être positif. Non, c'est pas ça. Il faut regarder la réalité et voir la réalité dans son ensemble. Je vais vous donner un exemple. Ensuite, des techniques de pleine conscience dont je vous ai un peu parlé pour permettre à l'angoisse d'être en vous et en l'observant tout simplement, les sensations dans votre corps.
observer vos pensées sans vous y associer. Vous allez acquérir des capacités qui vont vous aider. Moi, j'aime beaucoup la thérapie ou la formation d'acceptation et d'engagement. Au fond, ça, c'est une façon de dire, bon, OK, les pensées, vous pouvez être dans ma tête, mais je vais faire ce qui compte pour moi. Je vais vivre ma vie au maximum. Pour moi, ça normalise le fait qu'on vit ces sentiments-là, mais que ça ne doit pas nous empêcher de poursuivre ce qui est important pour nous. C'est comme la petite baleine. On met la petite baleine sur la tablette. La dernière chose, c'est si vous pouvez y arriver et regardez vos craintes en face, probablement avec un professionnel, c'est probablement, ça, vous avez vraiment, ça peut vous aider parce que vous allez diminuer le pouvoir de la crainte sur vous. Lorsque vous dites, ah, c'est ça que je crains, vous allez pouvoir parler de ce qui vous fait le plus peur. En bout de ligne, le recadrage, c'est comme si la mort était sur votre épaule parce que ça vous permet de comprendre que la vie est si précieuse. Peu importe qu'il vous reste 2 ans ou 52 ans à vivre, c'est tout aussi précieux. Le revers de la médaille d'aller dans la noirceur, c'est de reconnaître qu'on a en soi la lumière. Et je le vois souvent dans les retraites que j'anime. Soyons pratiques. Comment réduire au minimum votre crainte que le cancer revienne? Il faut poser des questions aux médecins, même si les réponses, vous voulez pas nécessairement, c'est mieux que l'inconnu. Si vous pouvez voir la vérité clairement, tout le monde n'en est pas capable. Peut-être que votre ami peut. Donc, c'est quoi les facteurs temporels? Peut-être que votre cancer progresse si lentement. Il y a tellement d'années entre les rechutes que vous pourriez mourir de quelque chose d'autre. Parlez-en à votre médecin. Il faut éliminer les doutes et les ambiguïtés, même si c'est difficile à entendre. L'esprit se répare lui-même. Ça, c'est important. Comment est-ce que le cancer reviendrait? Les symptômes. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour réduire les risques? Donc, comment maximiser la fonction immunitaire? Être dans le meilleur état psychologique idéal. Il n'y a pas de garantie, mais vous faites tout ce que vous pouvez faire. En bout de ligne, il faut arrêter de tout contrôler parce que c'est impossible. Il faut lâcher prise. Bon, je fais ce que je peux. J'ai les meilleurs soins possibles, le corps, l'esprit, l'âme. Je vis ma vie au maximum. C'est tout. Je continue comme ça. Peu importe ce qui arrive, vous n'aurez pas de regrets. Ça, c'est important. Il faut comprendre les signes du retour du cancer. Si vous vous inquiétez sur des choses qui ne sont pas du cancer, vous vous stressez pour rien. Par exemple, une grippe, la diarrhée. Bon, ça peut arriver. Vous avez des douleurs arthritiques et vous pensez que c'est un cancer des os à chaque fois. Il faut comprendre c'est quoi qui est le cancer, c'est quoi qui n'est pas le cancer. Si vous avez une douleur constante, grave et progressive, oui, ça pourrait être une douleur cancéreuse qui exigerait des antidouleurs forts. Ou si vous êtes absolument épuisé, vous ne pouvez rien faire. Ça, ce sont des symptômes, pas seulement d'être tanné des stress. Parlons maintenant des conditions pour être moins anxieux. Du point de vue évolutif, on utilise le point. La base du pouce, c'est le cerveau reptilien, le premier niveau du développement évolutif. Ça, c'est le réflexe de fuite. Le niveau après, c'est le pouce, c'est le cerveau irritable, le système limbique qui recherche les récompenses. Au niveau
d'évolution plus élevée, c'est le côté humain, c'est le lobe frontal et le cortex. C'est là où on veut que les neurones soient actifs. C'est votre meilleur soi. C'est plus créatif, plus moral, plus logique. C'est quand vous êtes stressé, les parties supérieures se détachent métaphoriquement et là, vous fonctionnez sur cette partie du cerveau qui n'est pas aussi logique. Toute la journée, on alterne entre les deux, entre les moments de stress et les moments de paix. L'idée est d'être plus souvent comme ça. Le lobe frontal recouvre le cerveau irritable. Ça lui renvoie des signaux. Il faut le rassurer, tout va bien. Et c'est cette partie qui nous permet de choisir comment on vit notre vie. Il faut rester dans cet état plus longtemps dans la journée. Quand vous êtes dans votre lobe frontal, les mêmes stresseurs arrivent, mais vous êtes moins susceptible de perdre le contrôle. Ce sera plus facile de vous calmer. L'idée, c'est de mettre la table pour pouvoir faire les bons choix au bon moment. On alterne entre les deux côtés du cerveau, les deux états d'esprit. Il faut mettre en place les bonnes conditions et revenir sur soi lorsqu'on perd le contrôle des émotions. Ça, ce sont des exercices que vous connaissez sans doute. Peu importe si vous m'écoutez en direct ou en différé, on parle de sédentarisme. Il faut regarder vers le haut, s'étirer. 5 minutes par jour. Ce mouvement physique en soi vous empêche de vous contracter physiquement et ça vous donne un sentiment d'ouverture. 5 minutes par jour. L'alimentation. Lorsque les sucres sont élevés et l'insuline essaie de le diminuer, les sucres, ça va trop bas. Ça empêche le cerveau de bien fonctionner. Il faut bien nourrir son cerveau avec des aliments sains, surtout des aliments végétaux. Jeûner pendant quelques heures, entre 12 et 14 heures par jour, surtout la nuit. Il faut s'entraîner pour y arriver. Ça me prendrait 150 minutes pour dire tout ce que j'ai à dire. Les gens disent que c'est du jeûne intermittent. En ne mangeant pas pendant une certaine période, ça permet au cerveau de se guérir, ça prévient le cancer. Et arriver en kétose. Le sommeil, c'est important de bien dormir. Il faut pratiquer des techniques de relaxation et de méditation. Quand on pratique la relaxation, le lobe frontal devient plus fort. Il faut faire les choses qui sont bonnes pour l'âme. Aller dans la nature. Ma femme a dû me enseigner le toucher. Quand on se touche le visage et qu'on connecte avec les autres, on se calme, ça nous calme. Côté, c'est de ne pas regarder des films d'horreur. C'est pas bon pour vous. Ça va vous perturber. Moi, je regarde pas les nouvelles à la télé. Visuellement, ça me stresse. Je suis trop sensible à la radio. Je l'écoute parce que je veux comprendre ce qui se passe. Il faut éliminer ce qui est superflu. Les médias sociaux ont sa place quand on est en contact avec une seule personne, mais dérouler comme ça, se comparer, c'est pas bon pour nous. Éviter l'alcool, bien sûr. La pleine conscience est excellente. Ce dont on parle, c'est quand le stress augmente, il faut entrer en pleine conscience et observer attentivement ce qui se passe. Quand on est soudainement stressé, que se passe-t-il? C'est qu'on a tous notre signature de stress.
On a peur de ce qui peut se passer, le cœur bat, la respiration s'accélère, la mâchoire se tend, plein de symptômes. Et ça doit nous dire qu'on a une relation de stress. Émotivement, parfois c'est juste être froissé, la colère, la dissociation. Ça peut être un signe qui nous dit qu'on est en état de stress. Parfois, c'est comme pas ce à quoi on pense, mais comment on y pense. Souvent, quand on est comme ça, stressé, le cerveau ici ne pense pas clairement et on devient fixé. C'est le petit hamster dans sa cage et les mêmes pensées qui reviennent. Moi, si je sacre dans ma tête, je me dis, je suis en train de m'énerver là. J'accuse les autres. On peut s'accuser soi-même, je suis tellement con. Tout ça, quand on arrive dans cet état-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut lâcher prise, laisser aller les pensées, pratiquer des techniques de relaxation, faire semblant d'être relaxé, se souvenir de c'est quoi être détendu. On peut le faire ensemble. Vous remarquez que vous êtes stressé. Il faut appuyer sur pause. 99% du temps, ce sont les pensées qui accélèrent l'angoisse. Les pensées vont être là, l'information est là. Vous allez vous calmer. Appuyez sur pause. La pleine conscience, on en parle. C'est quoi, comment ça se traduit physiquement dans le corps? On va le faire ensemble. Observez. Que ressentez-vous? Que voyez-vous? Pensez-y, vivez-le. Ensuite, il faut prendre de grandes respirations lentes. Inspirez. Expirez lentement, en pleine conscience. On inspire et on expire lentement, en pleine conscience et observez. On inspire et on expire lentement. Ça prépare le cerveau à se calmer. Ensuite, on peut solliciter le lobe frontal rationnel et bienveillant qui dit tout est beau, une étape à la fois, c'est pas la première fois. Ensuite, vous êtes rassuré. Ça, c'est ce qu'on fait dans le feu de l'action. Je vous conseille de pratiquer cela 10 minutes par jour. Et ça peut changer les circuits dans votre cerveau. Il faut laisser aller de l'esprit bavard et porter votre attention sur autre chose. Oui, ça alterne. On n'y arrive pas parfaitement, mais on le pratique avec la respiration. C'est très important. Ça améliore votre fonction immunitaire. Je voulais parler de Judd Brewer, un psychiatre clinicien excellent, aussi un neuroscientifique. On parle des habitudes qui ont un avantage évolutif. On apprend de nos erreurs. On n'est même pas obligé de faire attention. Il y a des boucles, des déclencheurs de comportement. Par exemple, on voit des actions-réactions. Donc, on voit un fruit, on le mange, c'est bon. Donc, le circuit se forme et on s'en souvient. Malheureusement, on utilise les mêmes systèmes lorsque nous sommes stressés. Donc, on se sent stressé. Je suis allée à l'Internet. Ça m'a soulagée. Je vais retourner sur Internet. Le problème, c'est que ça nous distrait. Et c'est peut-être pas ce qui compte le plus pour vous et pourrait manquer des occasions d'apprendre. Donc, le lobe frontal a un problème. On ne peut pas se fier sur
L'engagement de notre lobe frontal. Parce que parfois, on est fatigué, parfois, on est panique, parce qu'on est submergé, on est comme ça. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec ça? Les boucles des habitudes. Il y en a une première. Vous êtes stressé et vous vous distrayez. La distraction, c'est un comportement qui n'est pas sain, comme manger de la crème glacée, aller trop sur Internet et regarder des films sur Netflix. En soi, ce n'est pas mauvais, mais trop, c'est pas très bien, c'est pas très bon. Et on manque des occasions. L'autre chose, on peut éviter les circonstances. On peut éviter les rendez-vous chez le médecin. Écoutez bien ce que je dis. Vous pouvez avoir l'habitude de vous inquiéter. Vous êtes stressé, vous vous inquiétez parce que vous pensez que l'inquiétude vous soulage, vous aide. Mais vous vous préparez pour plus de stress. La plupart du temps, l'inquiétude, ça ne vous aide pas, mais c'est une boucle d'habitude que vous pourriez devoir changer. C'est comme un petit buffet d'idées. Donc, comment faire tout cela? La pleine conscience, c'est le point de départ. Il faut s'observer, se comprendre ces boucles d'habitude, les déclencheurs, les comportements, les résultats. Ensuite, il faut vivre avec tout cela, de trouver des autres façons de recadrer les boucles d'habitude, créer de meilleures récompenses. Une idée pour recadrer les pensées difficiles. C'est un livre qui est basé sur un livre de David Burns. Je pense que ça s'appelle Feeling Great, son dernier livre. C'est l'idée que nos pensées, nos émotions, liées à nos émotions. Donc, si on se dit, je ne sers à rien, ça mène à la dépression. Si vous faites recadrer l'idée en disant, nous avons tous des forces, ce qui est vrai, ça va vous entraîner à être moins déprimé. Ça va être plus facile pour vous de vous sortir de la dépression. Vous pouvez changer le mode de fonctionnement de votre esprit. Vous pouvez changer votre perception du monde, vos émotions, vos activités. Tout est possible parce que c'est fondé sur nos convictions fondamentales. Voici le processus en 3 étapes. Une situation réelle. Souvent, on a une idée difficile qui nous cause trop de stress. Si on peut le voir, on peut aller à la deuxième étape, la conscience et de la curiosité. Ensuite, une réponse bienveillante et rationnelle du lobe frontal, qui est de reconnaître, de se calmer, de voir une perspective plus vaste. Voici la situation. Une célébrité reçoit un diagnostic de cancer du cancer. Ensuite, vous vous dites, si le cancer de cette personne revient, ça va m'arriver à moi aussi. Si vous le croyez et vous vous en convainquez, vous devenez déprimé et ça ne va pas vous aider, c'est exagéré parce que vous ne savez pas ce qui va arriver dans l'avenir. Vous créez ainsi une prophétie autoréalisatrice. Vous reconnaissez, vous voyez la perspective plus vaste et vous vous encouragez. Donc, oui, ça fait peur, mais dans les faits, je ne sais pas ce qui va arriver. L'inquiétude ne va pas m'aider. Je peux choisir de vivre ma vie à moi. C'est un exemple rapide. Je veux être fort, c'est mieux d'être honnête. Il faut regarder les craintes en face. C'est puissant, surtout dans le contact texte des professionnels. Ensuite, il faut être bienveillant envers soi-même en se disant oui, c'est ce que je ressens et je vais avancer. Il faut se poser la question de sa relation avec l'angoisse. On dit ah, c'est stressant, il faut que je l'évite. Parce que dit oui, je devrais l'accepter. Mon angoisse me dit qu'il y a quelque chose d'important. C'est des perspectives différentes. Voici une occasion d'apprendre. Je peux toujours devenir plus fort et apprendre.
Il y a toujours cette possibilité de faire ce choix. L'idée que si on est pris dans nos pensées et on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, ça nous empêche de faire ce qu'on a à faire. Il y a plusieurs façons de comprendre que ce ne sont que des pensées. J'ai l'idée que je ne peux pas m'en sortir. Je remarque que j'ai la pensée que je ne peux pas m'en sortir. C'est juste un concept, oui, bon. Il faut être capable de s'observer et reconnaître. Je vais finir avec un pitch sur notre programme Cancer PEP. Pendant 6 mois, à chaque jour, on va vous envoyer un courriel qui dit voici ce que vous faites pour vous enseigner et vous encourager. Moi, je suis oncologue et ma femme est professeure de psychologie. Dans le fond, c'est tout ce qu'on peut faire pour devenir plus fort. On a des petites vidéos chaque jour pour vous enseigner des conseils pour se renforcer, des conseils d'alimentation sur le sommeil, pour réduire le stress. Vous allez y aller sur cancerpep.org. Sur le site, il y a une vidéo de 10 minutes qui vous explique le programme. Je vais m'arrêter ici. Voilà, Christine. 50 minutes, parfaitement. Je vais arrêter de partager mon écran. Les gens vont pouvoir poser des questions. Communiquer avec nous. Je voulais en parler. Je regardais certains de nos participants. Je vois que certains d'entre eux sont des gens de Cancer PEP. Ils peuvent le dire. Nous avons souvent des petites conversations en prenant le café. Il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent y participer. C'est un beau programme. Rob a été très gentil. Il a dit, ne vous inquiétez pas. C'était juste comme la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Des petits pas. Ça fait une différence quand on se permet de ressentir tout cela. Ça fait une grande différence. Nous avons des questions. Vous pouvez lever la main. Moi, je ne vois pas tout le monde. Mona et Cassian sont là. Comment comparer le stress par rapport à l'angoisse ou à l'anxiété? Le stress, c'est le sentiment que l'on ne peut pas gérer une situation. Il y a une situation externe qui excède ses ressources internes. En revanche, l'angoisse, c'est le sentiment inconfortable de crainte et d'incertitude. Je dois faire quelque chose, il y a quelque chose qui me force à agir. Il y a des petites différences entre les deux, mais l'angoisse, c'est une réponse émotive à une situation. Est-ce qu'il y a des symptômes physiques avec l'angoisse plus qu'avec le stress ou c'est les deux? C'est intéressant parce que la crainte peut déclencher une réaction de stress. Tout le monde est stressé tôt ou tard. Ça fait partie du même spectre. Différentes définitions du stress. Oui, j'ai une vie stressante, je suis tellement occupée. Ça, c'est pas du stress. Le stress, c'est une réponse physiologique à des circonstances extérieures. Le stress a des manifestations physiques, la respiration, le cœur, mais aussi un aspect psychologique et émotif. C'est la réaction du corps, c'est une réaction de stress. L'angoisse, c'est une émotion. Heather demande si tout le monde peut participer au webinaire. Il sera affiché sur notre site web. Vous pouvez y revenir. Vous avez donné tellement de bons conseils. On ne peut pas s'en souvenir. J'ai beaucoup aimé l'analogie avec les mains.
Les siestes, on dit qu'il faut être prudent avec le sommeil. Il y a des gens qui évitent les siestes parce qu'ils pensent que ça va perturber leur sommeil. Qu'en pensez-vous? Moi, je fais beaucoup de siestes, donc mon opinion n'est pas partiale. Ce que la science nous dit, c'est que si on fait une sieste, après le réveil à l'après-midi, la pression artérielle est diminuée et on a certaines aptitudes qui sont améliorées. La sieste, l'après-midi, ça va améliorer le sommeil. Mais il faut que ce soit assez tôt dans la journée, avant 17 heures, avant 14 heures préférablement. Probablement, il faut que ce soit court. Moi, j'obtiens un bon sommeil. Ça change la chimie de mon cerveau. C'est une aptitude. Il faut voir si ça marche dans sa vie. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai une alarme sur ma montre de se lever 5 minutes par jour. Ça fait une différence énorme pendant la journée. Et en général, physiquement, ça fait une grande différence dans ma vie. Je le recommande chaudement à tout le monde. Vous me l'avez dit déjà, s'asseoir, c'est comme fumer. Il faut être très prudent. 5 minutes par jour, 5 minutes par heure. Pendant 6 mois, pendant 5 minutes, il faut se lever chaque heure. Je vais lire ce que Wendy nous écrit. Je ne sais pas si on le voit. Elle aime Cancer Pep, elle le recommande. Ça l'a aidé à gérer son angoisse liée au cancer. Certains d'entre nous ont du mal à faire face aux familles, à en parler à nos familles, même l'admettre à nos familles. Elle écrit qu'avant, ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle fait sont deux choses différentes. Pouvez-vous en parler? Comment parler aux familles? Il faut choisir les membres de la famille et les amis qui vont vraiment vous soutenir. Certaines personnes n'ont pas la capacité nécessaire. Vous devez pouvoir ouvrir votre cœur. Je fais de mon mieux, tu fais de ton mieux, mais ils ne m'entendront pas nécessairement. Tout d'abord, il faut avoir une personne ou deux à qui on peut s'ouvrir. C'est pas obligé d'être son conjoint, mais il faut trouver quelqu'un. Ensuite, votre santé est très importante. Ça ne vaut pas la peine de se sentir coupable de ne pas tout faire parfaitement. Il faut lâcher prise de la culpabilité. Nous faisons tous au mieux. J'ai la bonne réponse pour le numéro 1. Nous sommes là pour vous aider. Cancer du Rein Canada, nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Nous avons un programme de soutien par les pairs, des cafés. Ce sont comme des familles, une famille pour moi. Il y a des gens, des habitués, c'est des conversations ouvertes. Nous soucions les uns des autres. J'apprends quelque chose de nouveau à chaque fois qu'on se voit. Si vous n'êtes, c'est peut-être pas pour vous, vous n'êtes pas obligé de revenir, mais venez essayer nos conversations. J'ai une dernière chose à dire. C'est l'idée que je ne peux pas en faire autant que je veux. Je me sens coupable, je me sens responsable, je dois m'occuper des autres. C'est moi qui m'occupe de la maison. Il faut reconnaître qu'on n'a pas une quantité infinie d'énergie. Le revers de la médaille, c'est que si on respecte ses limites, on est à un niveau fonctionnel pendant plus longtemps. Si on essaie d'aller au-delà de ses limites,
on va s'effondrer plus rapidement et on ne pourra pas faire pour les proches autant qu'on veut faire. Il faut respecter ses limites pour être fonctionnel. Donc, il ne faut pas se sentir coupable de respecter ses limites. C'est très important de rester en santé. Il faut être en santé. On est plus fonctionnel et plus utile quand on respecte ses limites et qu'on dit non. C'est très puissant de dire non. Et c'est important de respecter ses limites. C'est dur pour les femmes. Il y a 3 phases de dire non. On ouvre sa bouche, on dit non et on ferme sa bouche. C'est une blague. Je vais revenir à la question. Est-ce qu'il y a des psychologues qui se spécialisent dans les services pour ce type d'angoisse? Oui. Il y a de nouvelles techniques liées à la crainte du retour du cancer. Parlez à votre équipe de cancer et vous allez recevoir une référence. Souvent, il y a des gens dans les centres de traitement du cancer. Ils peuvent vous référer. Je le recommande à tout le monde. Même 1 heure, ça peut être très utile. Qui me demande? CancerPep, c'est 6 mois. Ça peut être dire à s'engager. Je suis désolée, je n'ai pas compris la question. Comment est-ce qu'on peut ne pas se sentir coupable? On reconnaît que les gens ont des vies compliquées. Et c'est un programme souple. Nous faisons des suggestions chaque jour sur ce qu'on peut faire pour être plus fort et se sentir mieux. Mais ce n'est pas destiné à être un stress. Personne ne va venir cogner à votre porte et pour vous dire, ah, vous n'avez pas médité pendant 10 minutes. On le fait d'une manière qui fonctionne pour vous. C'est facile d'intégrer cela dans la vie. Je travaille à temps plein, j'ai une famille. On trouve des petits moments et on tente de l'intégrer, de faire de l'exercice. Ce n'est pas difficile. C'est mieux d'essayer que de ne rien faire du tout. En bout de ligne, on va avoir plus d'énergie. Vous allez mieux fonctionner. Ça semble paradoxal. Si vous faites de l'exercice, vous allez avoir plus d'énergie. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous avons tellement une belle conversation. Vous avez dit des choses très intéressantes. Vous avez apporté des idées pour gérer notre stress et notre angoisse. Je suis très reconnaissante pour votre présence et vos conseils. Cette conversation sera sur notre site web. Ça va nous prendre quelques jours pour l'afficher. Et ensuite, vous pourrez vous y référer. Merci pour les 2 livres. Ils seront mentionnés sur notre site web. J'en ai un autre à recommander. Un livre qu'il offre à ses patients. C'est Tiny Habits. Je l'ai acheté. Ça a été très utile. Nous allons le mettre également sur notre site web. Si nous n'avons pas répondu à votre question, veuillez l'envoyer à www.kidnercancercanada.ca. Nous allons faire de notre mieux pour y répondre. Si c'est une question pour le Dr. Rutledge, nous la lui transmettrons et nous apportera une réponse. Je suis très reconnaissante que vous soyez avec nous ce soir. J'espère que vous en êtes tiré autant que moi. J'ai très hâte à notre prochain webinaire et Dr. Rob, j'ai très hâte de vous revoir. Prenez bien soin de vous et merci à tous.